Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. La guerre russo-ukrainienne approche de ses 2 ans et un forum se concentre sur la coopération bilatérale russo-arabe. La 12e édition des Atlantic Dialogue à Marrakech, une plateforme d'opportunités stratégiques de partenariat de multilatéralisme, une réunion ministérielle des pays du Sahel à Marrakech pour coordonner l'initiative royale en faveur de l'accès à l'océan Atlantique. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken poursuit sa diplomatie au Moyen-Orient afin de réduire la tension dans la région et d'empêcher la propagation de la guerre entre Israël et le Hamas au Liban. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Richard Gutstein, directeur de la Gutstein & Associates Foundation. Il est stratège en matière de politique publique et ancien conseiller de Bill et Hillary Clinton. Il est également membre de Build for Peace, une organisation fondée par Bill Clinton et Al Gore au lendemain du premier accord de paix israélo-palestinien en 1993. Et via Zoom, nous serons rejoints par James Jatras, ancien diplomate et conseiller politique principal des Républicains au sein du Sénat. Il a travaillé au profit du département d'État au Mexique et au bureau du secrétaire d'État adjoint aux affaires politiques. Il est également expert des affaires soviétiques. Comme à l'accoutumée avec nous, notre chroniqueur Chris Lapetina, président de Focus Consulting ici à Washington. Soyez les bienvenus, messieurs. La 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe s'est tenue en présence des ministres des Affaires étrangères de ces pays membres. Le Maroc avait été choisi pour abriter ce forum lors de sa précédente session à Moscou en 2019. Le forum a porté sur la coopération entre la Russie et le monde arabe face aux défis géopolitiques actuels. Au cours des dernières années, le forum s'est renforcé en tant que plateforme d'échange du point de vue des sujets des différentes questions sur le plan régional et international, en prenant en considération les intérêts et priorités liant les parties arabes et russes dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le secrétaire général de la Ligue arabe et un certain nombre de représentants de pays arabes au niveau ministériel ont participé à ce forum. Nous entamons notre discussion avec James Jatras. Le Forum de coopération arabo-russe a été couronné par une déclaration conjointe affirmant que la paix et la stabilité régionale seront atteintes en mettant fin à l'occupation israélienne, en garantissant les droits légitimes et complets du peuple palestinien et en organisant une conférence de paix internationale. Déclaration conjointe qui a souligné l'influence positive de Sa Majesté le Roi en tant que président du comité Al-Quds. James, est-ce que la Russie essaie d'obtenir le soutien des Arabes en se tenant aux côtés des Palestiniens et non d'Israël dans cette déclaration conjointe? Je pense qu'il serait erroné de dire que sur la base de l'idée d'un monde bipolaire, la Russie se rangerait du côté des Arabes et non du côté d'Israël. La Russie ne traite pas les pays du monde de la même manière que le gouvernement américain a tendance à le faire, qui consiste à considérer n'importe quel parti dans le monde comme un ennemi ou un ami. La Russie a tendance à entretenir de bonnes relations avec n'importe quel pays, car elle souhaite que ce pays entretienne de bonnes relations avec Moscou. Elle traite donc, dans le cadre des relations bilatérales, en fonction de leur degré de qualité. Par exemple, Poutine a entretenu de très bonnes relations personnelles avec le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu. Je ne pense donc pas que la Russie soit anti-Israël. Et en même temps, la Russie gère la situation à Gaza comme elle la voit. Et il existe de nombreuses positions communes concernant cette situation avec de nombreux pays arabes qui sont incluses d'ailleurs dans la déclaration conjointe. J'ai lu cette déclaration et j'ai trouvé qu'elle couvrait de nombreux points, non seulement sur la situation à Gaza et au Moyen-Orient, mais aussi sur la Somalie, le Yémen, l'Iran et d'autres questions régionales importantes pour la Russie et les pays arabes. Je pense que cette déclaration reflète l'approche russe de sa politique étrangère. James Jatras, la déclaration conjointe a mis l'accent sur l'importance de l'unité et de la souveraineté des pays arabes, et également sur l'intégrité de leur territoire, en rejetant toute ingérence étrangère dans leurs affaires intérieures, afin de trouver une solution politique aux crises de la région. La Russie joue-t-elle un double jeu lorsqu'elle affirme défendre l'intégrité territoriale tout en envahissant les territoires d'autres pays comme la Géorgie et l'Ukraine et en soutenant l'Iran dans sa déstabilisation de la région au Yémen et en Syrie?
Non, je ne pense pas que la Russie joue ici un double jeu. Car non seulement les Russes, mais aussi les Chinois, les Iraniens, les Indiens et de nombreux autres pays croient fermement à l'idée d'une souveraineté absolue sur leur terre, qui est à l'origine d'une idée européenne. Par conséquent, ni l'Europe, ni les États-Unis n'y adhèrent plus beaucoup, car il semble que l'Occident en soit venu à croire à l'idée d'une souveraineté limitée, c'est-à-dire au respect de la souveraineté de tout pays tant que les États-Unis et l'Europe sont d'accord sur leur politique étrangère. Mais la Russie ne suit pas cette voie au niveau des relations internationales. En ce qui concerne la Géorgie et l'Ukraine, nous ne pouvons pas parler en détail des raisons pour lesquelles la Russie a pris les mesures qu'elle a prises. Mais en bref, ce sont des pays voisins de la Russie. Et ce n'est pas un cas similaire des actions des États-Unis dans les Balkans, en Irak ou en Afghanistan. Ce sont tous des pays qui n'ont absolument rien à voir avec la sécurité des États-Unis. Alors, je crois que la Russie répondait aux mesures occidentales qui menaçaient la sécurité nationale de la Fédération de Russie, après des avertissements répétés et après les efforts russes pour négocier avec les États-Unis. Des efforts qui ont été rejetés par l'administration américaine ainsi que par l'OTAN. La Russie a donc constaté qu'elle n'avait d'autre choix que de prendre des mesures qui pourraient ne pas être bonnes mais compréhensibles. James, la déclaration conjointe a souligné l'importance d'assurer la sécurité maritime et la liberté de navigation dans le golfe Persique et en mer Rouge en condamnant les actes terroristes sous toutes leurs formes et en soutenant la coopération russo-arabe dans plusieurs domaines. La déclaration semble juste, mais elle omet d'évoquer l'alliance russo-iranienne et son soutien aux rebelles Houthis au Yémen qui nuisent à la navigation et au commerce international dans la mer Rouge. Il y a eu quelques différends entre la Russie et l'Iran au sujet des îles occupées par Téhéran et revendiquées par les Émirats arabes unis, car l'Iran considérait que la Russie s'était immiscée dans ses affaires. Mais la relation entre l'Iran et les Houthis est une relation sur laquelle beaucoup ont spéculé parce que les positions des deux parties ne sont pas complètement identiques. Il est difficile d'imaginer comment l'Iran pourrait fournir autant de soutien aux Houthis. Et je suis sûr qu'il existe une certaine relation. Mais il y a une tendance à Washington à blâmer l'Iran pour tout ce qui se passe au Moyen-Orient, que ce soit lié aux Houthis, au Hamas, ou encore au Hezbollah ou le gouvernement syrien. L'accusation est toujours dirigée contre l'Iran et rappelant que la déclaration conjointe a été publiée non seulement avec l'approbation de la Russie, mais aussi avec l'approbation des pays arabes représentés à Marrakech. Par conséquent, je trouve que la déclaration est très équilibrée et soigneusement formulée. Jim Jatras, la Russie et les pays arabes ont convenu de traiter avec toutes les institutions internationales. Outre la question palestinienne, ils ont également discuté de la situation en Syrie, en Libye, au Yémen, au Soudan, dans d'autres crises. Comment le Maroc a-t-il contribué à cet engagement pour la paix et la stabilité dans la région MENA? Eh oui, le Maroc entretient de bonnes relations avec les États-Unis. Je crois qu'il est en mesure de jouer le rôle d'un médiateur honnête qui peut parler aux deux parties, y compris les Russes. D'ailleurs, les Russes et les Américains ne collaborent plus de nos jours. Comme nous le savons, il existe une diversité d'opinions au sein du monde islamique sur de nombreux sujets. Par exemple, concernant la guerre en Syrie. L'Algérie entretient des relations étroites avec la Syrie et a maintenu ses relations diplomatiques avec Damas malgré la guerre. Cependant, il existe un fossé entre la Syrie et le Maroc en raison de la position syrienne concernant le Front Polisario. Il existe un certain nombre de questions sur lesquelles chaque pays réserve son avis, se range aux côtés des autres sur certains sujets et diverge sur d'autres, ce qui est normal dans le domaine des affaires étrangères et de la diplomatie. Permettez-moi maintenant de me tourner vers notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, la Russie et les pays arabes ont signé un plan d'action 2024-2026 visant à promouvoir une coopération plus concrète et à développer le dialogue politique et la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation et autres. Comment le rôle du Maroc a-t-il contribué à concrétiser un tel engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région MENA?
Comme vous le savez, Marc, nous ne cessons d'évoquer dans le cadre de cette émission le Maroc et son rôle important au sein de la communauté internationale et cela semble être un sujet d'actualité. Je pense que nous constatons que le gouvernement de Sa Majesté joue un rôle de leadership, non seulement dans la région, mais dans tout le continent africain. Les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sont désormais devenues une partie très importante de l'Afrique. Par conséquent, je ne suis pas surpris qu'il s'agisse d'un pas de plus vers la stabilisation de la région et la tentative de créer un développement économique durable dans la région et d'instaurer une paix permettant aux gens de vivre sans conflit, sans terrorisme ni guerre. Comme Jim l'a dit, la Russie est peut-être à l'avant-garde de ces efforts. Je pense qu'il est important que les États-Unis en soient conscients, car nous devons également rivaliser avec la Russie et la Chine. Nous devons coopérer avec le Maroc et d'autres dirigeants de la région, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour avoir également un impact et pour que le peuple américain puisse bénéficier de la croissance qui se produit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. And for the American people to benefit from the growth that's happening in MENA. Absolutely. Jim Jartras, the last question for you. Jim Jartras, j'ai une dernière question pour vous. Les participants au forum ont souligné l'importance du commerce bilatéral et du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de la finance, des relations bancaires, du gaz, du pétrole, des énergies renouvelables et des communications et de la propriété intellectuelle. Alors, comment l'approche marocaine a-t-elle contribué à soutenir la coopération dans l'intérêt du bien-être des populations, à éviter les conflits, à soutenir la stabilité dans la région? Je pense qu'il est important ici de se rappeler que les politiques occidentales visaient depuis toujours à isoler la Russie dans toutes les régions du monde, en particulier au niveau des échanges commerciaux entre la Russie et l'Occident, dans les domaines financiers, énergétiques et autres. En fait, une déclaration comme celle de Marrakech encouragerait la coopération dans ces domaines entre la Russie et les pays arabes, ce qui montre que la Russie n'est pas isolée de tous les pays du monde, non seulement du monde arabe, mais aussi de l'Extrême-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique latine et autres régions du monde. Merci, Jim Jartras, pour votre contribution aujourd'hui. Merci Marc pour cette opportunité d'échanger avec vous, avec les téléspectateurs. Merci à vous. La 12e édition des Atlantic Dialogues est une conférence internationale annuelle organisée par le Policy Center for the New South. Elle s'est tenue dans la ville de Marrakech du 14 au 16 décembre sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La conférence est une plateforme de réflexion sur l'avenir du partenariat stratégique, sur la notion du multilatéralisme, l'émergence du rôle global des pays du Sud, la restructuration du système mondial, les défis actuels à la démocratie et aux questions techniques pour une transition durable. Richard Goodstein, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors permettez-moi tout d'abord de citer le Dr Mohsin Nadawi, chef du Centre marocain d'études stratégiques et de relations internationales. Je le cite. L'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique offre d'importantes opportunités pour la transformation économique de toute la région en accélérant la connectivité régionale. Fin de citation. Alors, comment cette initiative soutiendra-t-elle les partenariats stratégiques et le dialogue atlantique dans la région? Le Maroc est à plusieurs égards à l'avant-garde d'un grand nombre d'opportunités économiques, technologiques et éducatives dans cette région. Le Maroc joue un rôle énorme dans le maintien de la paix dans cette région. Franchement, les services de renseignement marocains jouent un rôle très important dans la surveillance des activités terroristes sur le plan international. Le Maroc a également un rôle diplomatique traditionnel qu'il a joué depuis toujours et cette initiative royale annonce la poursuite de ce rôle. Le Maroc dispose également d'une diplomatie économique, car le royaume développe des moyens qui lui permettent de libérer le potentiel des pays voisins. Je réitère ici l'importance du rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, qui pose un réel problème à un grand nombre de pays de la région.
Par conséquent, je crois que le Maroc a l'opportunité de prendre l'initiative à cet égard, car il constitue la base principale de ce genre d'efforts. Chris Lapetina, Sa Majesté le roi Mohammed VI a souligné dans son appel la nécessité d'aménager l'espace géopolitique atlantique à l'échelle africaine, y compris sur la côte du Sahara marocain. L'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI vise à transformer la façade atlantique en un haut lieu de communication humaine, un pôle d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international. Le souverain a souligné la nécessité de réorganiser l'espace géopolitique atlantique, y compris la côte du Sahara marocain. Alors, pourriez-vous nous aider à mieux comprendre les enjeux en termes diplomatiques? Qu'est-ce que cela signifie pour le partenariat entre le Sud et le reste du monde? Je crois que l'idée d'un nouveau Sud commence à émerger et prend les rênes. Le Maroc est désormais un leader de ce que sera ce nouveau Sud, y compris les relations qu'il entretiendra avec d'autres régions et d'autres pays, notamment les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie. So the king is at the forefront of this realignment, which, by the way, Sa Majesté le Roi est donc à l'avant-garde de cette nouvelle tendance qui sera d'ailleurs bénéfique pour les États-Unis car une région comme celle-ci sera une grande puissance économique et un bon partenaire commercial pour nous ici aux États-Unis. Je pense qu'il est très clair que l'Afrique devrait jouer un rôle important dans les exportations américaines et dans le commerce international. Absolument. Richard Goodstein, lors d'un atelier intitulé « Un nouvel accord atlantique, la vision du Sud », les anciens présidents du Nigeria de l'Équateur ont déclaré que face aux défis mondiaux, la coopération à travers l'Atlantique Sud peut soutenir l'influence collective des pays du Sud global par le biais d'une alliance abordant de manière stratégique les problèmes mondiaux tels que le changement climatique et les inégalités économiques. Alors, à quoi pourrait ressembler l'initiative marocaine à la lumière de cette nouvelle coopération atlantique? Je crois que le Maroc a les qualifications qui lui permettent de jouer le rôle de pont entre les pays du Sud et les principaux pôles de croissance économique. À cet égard, le Maroc entretient également de bonnes relations avec les États-Unis, qui auront un rôle important à jouer. Je crois que l'administration du président Biden a promis de jouer un rôle de plus en plus important. Consciente du potentiel du continent africain en termes de ressources naturelles et humaines qui peuvent être utilisées d'une manière sans précédent. En fait, le Maroc entretient de bonnes relations avec la Russie, mais cette dernière est un partenaire qui peut être remis en question. Lorsque le président Poutine affirme que l'autonomie doit être respectée dans les autres pays, ce sont les actes qui nous disent la vérité, pas seulement les paroles. Tout observateur de l'actualité de ces 2 dernières années remettra en question l'étendue de l'engagement de Poutine à ce qu'il a dit à propos de l'Ukraine. Mais le fait que le Maroc entretienne de bonnes relations avec la Russie est censé servir les pays du Sud. Chris Lapetina, à l'instar de ses côtes méditerranéennes, les côtes atlantiques du Royaume du Maroc représentent une porte d'entrée exceptionnelle sur l'ensemble du continent africain pour les investissements et projets avec les pays de la côte atlantique africaine, notamment le gazoduc Nigeria-Maroc, qui est considéré comme l'un des projets les plus importants au niveau régional. Alors, quelles sont les perspectives en matière d'IDE dans le cadre de l'approche marocaine du dialogue atlantique? Je pense que les opportunités sont illimitées car le Maroc est un excellent pays au niveau des affaires avec les États-Unis et les pays occidentaux.
Le Maroc jouit d'une stabilité et d'une paix sûre, il a un dirigeant qui a une vision stratégique, non seulement pour son pays, mais pour l'ensemble de la région. D'ailleurs, je crois que l'objectif suprême de cette émission est d'informer les Américains sur les opportunités disponibles au Maroc, et je crois qu'à mesure que Sa Majesté organise davantage de ces réunions et que cette nouvelle se propage davantage dans le monde occidental, les succès verront le jour dans l'avenir proche. Very true. Richard Goodstein. Richard, le ministre nigérien des Affaires étrangères a qualifié le Maroc de partenaire fiable qui respecte la dignité, la souveraineté et l'indépendance du Niger, notant que l'initiative royale donnera un nouvel élan au développement de la région. De plus, l'ancien président équatorien Luis Osvaldo a également souligné l'importance d'un tel partenariat économique. Il semble que ces partenariats et ces rencontres puissent stimuler le libre-échange entre les pays du Sud, ce qui impulse une dynamique dans tous les aspects économiques. Alors pensez-vous que cela soit possible? En effet, la possibilité de bénéficier des avantages d'un potentiel commercial est une bonne chose pour toutes les parties participantes au niveau de cette conférence. Mais si l'on prend en compte l'initiative chinoise de la ceinture de la route, nous constatons que la Chine essaye d'attirer un plus grand nombre de pays aux côtés de la Chine. Et ces pays doivent-ils se demander, cela signifie-t-il suivre la voie du libre marché? Ou bien ces pays se trouveront confrontés à un choix entre une alliance avec la Chine ou avec les États-Unis, qui suivent déjà la voie du libre marché et ne sont soumis à aucune restriction. À cet égard, nous trouverons la Russie aux côtés de la Chine, car cette dernière a soutenu la position russe en Ukraine. Je dis ici que toute initiative qui libère le potentiel commercial de la région est une bonne chose. Mais il semble y avoir un sentiment dominant au fil des décennies selon lequel l'Afrique existe bel et bien. Mais nous devons nous concentrer davantage sur le continent africain et commencer à travailler après des années de discours uniquement. Chris Lapetina, nous parlons aujourd'hui des pays du Sud global qui tentent de saisir ces nouvelles opportunités. Les États-Unis en font-ils assez pour s'intégrer à cette partie du monde? Quels efforts faisons-nous dans ce sens? Je pense que le sentiment qui prévaut à Washington est que les États-Unis sont à la traîne par rapport à la Chine, surtout maintenant que la Russie et la Turquie tentent de s'imposer, de renforcer leur influence. Le rôle de l'administration Biden dans cette tentative de rattrapage doit être reconnu dès maintenant, à mesure que ces alliances deviendront une réalité et que les gens commenceront à en récolter les fruits. Cela attirera l'attention du gouvernement américain et du Congrès pour qu'ils soient plus proactifs. Certes, les émissions de télévision comme la nôtre contribuent à diffuser ce message et soulignent l'importance de cet effort auprès des responsables de Washington afin que les États-Unis puissent devenir un acteur efficace au niveau de ces nouvelles alliances. Richard Goldstein, vous vous êtes investi depuis longtemps en politique avec le Parti démocrate. Maintenant que les élections approchent, selon vous, que devrait faire l'administration Biden dans les mois à venir? Bien entendu, il faut une économie forte, des prix de l'énergie bon marché et adaptés. Alors, comment l'administration Biden peut-elle profiter d'opportunités de partenariat comme celle-ci? En fait, les chiffres économiques de l'ère Biden devraient être suffisants pour le pousser à remporter les élections. Revenons un peu en arrière, il y a eu 15 millions d'opportunités d'emploi qui ont été créées sous le président Biden au cours des 3 premières années de sa présidence, contre 4 millions sous l'ère de Trump. Biden a réussi à créer 15 millions d'emplois, tandis que les 3 dernières administrations républicaines en ont créé 1 600 000.
D'autant plus, le taux d'inflation actuel aux États-Unis est sous contrôle. Et c'est le meilleur taux d'inflation de tous les pays développés de l'Occident, et la liste est longue. Mais le problème est que le peuple américain ne ressent pas cela. Si l'administration Biden pouvait signaler une évolution du commerce américain qui donnerait aux Américains le sentiment qu'ils bénéficient également du développement de l'économie américaine, ce serait une bonne chose. Mais franchement, l'administration Biden ne s'est pas concentrée sur le commerce extérieur. Et je crois qu'une telle initiative marocaine est conforme à ce que réclament les amis les plus proches du président Biden au Sénat et le sénateur Chris Coons du Delaware concernant la nécessité de se concentrer sur l'Afrique et de réfléchir à l'importance du commerce avec l'Afrique au-delà de tout. C'est donc la personne idéale d'être proche de Biden. Très bien, merci Richard. Nous allons maintenant faire une courte pause et directement après, nous discuterons d'un certain nombre de questions importantes. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je ne porte pas de costume. En fait, le producteur de l'émission, Mohamed Saïd Al-Wafi, qui vient de rentrer du Maroc, m'a acheté une djellaba et je suis fier de la porter aujourd'hui. Alors, fin décembre dernier, le Maroc a accueilli une réunion ministérielle visant à coordonner l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour améliorer l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Réunion à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger, du Tchad et d'autres pays. L'occasion pour nous de discuter de l'initiative annoncée par Sa Majesté le Roi dans les discours du 48e anniversaire de la Marche verte. Une initiative pour laquelle le souverain a souligné que les problèmes auxquels sont confrontés les pays du Sahel ne seront pas résolus par les mesures sécuritaires et militaires uniquement, mais plutôt à travers une approche basée sur la coopération et le développement commun. La correspondante de l'émission, Jeanne Mansour, a fait un compte-rendu détaillé de cette importante réunion ministérielle à Marrakech. Le roi Mohamed VI a lancé une initiative visant à renforcer l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique à travers la coopération sud qui repose sur un partenariat gagnant-gagnant. Afin de mettre en œuvre cette initiative royale, une réunion ministérielle a vu le jour à Marrakech en décembre dernier pour coordonner cette initiative avec la participation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. La réunion est venue confirmer les efforts continus déployés par le Royaume du Maroc sous la direction du roi Mohamed VI pour une Afrique prospère. Pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. Ainsi, pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. La situation du continent africain revêt une importance particulière pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, afin de concrétiser les espoirs et les aspirations des peuples du continent, en établissant des relations dont les priorités les plus importantes sont l'action africaine commune et en consolidant le principe de partenariat fructueux fondé sur l'égalité et le respect mutuel entre tous les pays du continent. Nous croyons à la nécessité pour la Maison-Blanche de soutenir les pays africains. Cela contribuera à notre unité et renforcera davantage nos relations avec l'Afrique. Cela soutiendra également l'éradication de la pauvreté et constituera un bon pas pour les États-Unis. L'initiative visant à permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'Atlantique n'est que la première étape d'une vision royale globale aux dimensions stratégiques visant le bien-être et la prospérité du continent après des décennies de dépendance et d'exploitation. La diplomatie marocaine connaît un développement remarquable à plusieurs niveaux, dont le plus important est l'ouverture globale aux pays africains, qui accueillent favorablement les approches sécuritaires et économiques du Maroc. Des approches qui recherchent le pragmatisme selon une logique gagnant-gagnant.
en vue de lutter contre l'extrémisme et assurer la sécurité alimentaire des pays du continent africain, à la lumière d'une relation équilibrée entre le Nord et l'Afrique du Nord et le Sud, ce qui est une vision compatible avec l'allié américain. Jehan Mansour, Médian TV, La Maison Blanche, Washington. Je vous remercie, Jehan. Richard Goodstein, la réunion évoquée dans le reportage de Jehan porte sur cette initiative proposée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en novembre pour permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'océan Atlantique. Sa Majesté le roi a affirmé que le succès de cette initiative est considéré comme un tournant pour moderniser les infrastructures des pays du Sahel et chercher à les connecter aux moyens de transport et aux réseaux de communication de la région. Alors, quelle est l'importance de cette initiative lancée par le Maroc pour la région du Sahel? C'est une initiative vitale pour la région, mais seulement si elle est mise en œuvre. Nous avons toujours vu des rencontres et des engagements concernant le changement climatique. Mais dans ce cas, nous devons travailler à la construction d'infrastructures. Le fait que le Maroc offre aux pays du Sahel la possibilité d'accéder à l'océan Atlantique nécessite le développement de routes, de ports, etc. Cela nécessite du financement. Il est clair que l'initiative de Sa Majesté le Roi peut lancer de nombreuses opportunités économiques, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour les pays voisins du Sud. Mais leur mise en œuvre nécessite une action collective, car le Maroc seul ne pourra pas accomplir ce qui est nécessaire. À cet égard, un nombre de ces pays doit faire face à des groupes terroristes qui provoqueront des troubles si ces mesures ne sont pas mises en œuvre. Face à cela, l'essentiel réside dans la déclaration suivante de Sa Majesté le Roi, parce que nous sommes convaincus que cette initiative transformera substantiellement l'économie de ces pays frères. Et au-delà de toute la région, le Maroc est disposé à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires. Fin de citation. Très vrai, Chris, comme Richard l'a souligné, des réunions peuvent avoir lieu à tout moment et vous pouvez rassembler les gens, d'autant que Marrakech, malgré le séisme d'Al-Haouz, est devenu un centre important pour profiter de telles opportunités. En fait, les ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel ont salué l'initiative internationale visant à leur permettre d'avoir accès à l'océan Atlantique pour moderniser leur économie. Conformément à ce qu'a dit Richard, cette initiative offre-t-elle des opportunités pour réformer et fortifier l'économie de cette région? Que faudrait-il faire de plus? Richard a également évoqué tout à l'heure les efforts de la Chine en matière d'infrastructures telles que l'initiative de la ceinture et la route. En revanche, l'initiative marocaine représente une bonne opportunité pour les États-Unis de participer à ces efforts en fournissant leurs propres investissements dans les infrastructures et de montrer à la région que les États-Unis prennent au sérieux l'initiative de Sa Majesté le Roi visant à apporter la paix et la prospérité dans la région et à lutter contre le terrorisme d'une manière qui diffère de la force militaire. Je pense, comme vous l'avez souligné, qu'il existe un besoin, une merveilleuse opportunité pour l'administration Biden de participer au niveau de cette initiative. Je suis donc très optimiste qu'après que le Maroc ait créé cette opportunité, les gens de l'administration Biden assureront le suivi, fourniront un financement pour participer au niveau de ce projet. Richard, vous avez souligné que la mise en place des infrastructures nécessite des fonds et beaucoup de coordination. D'ailleurs, une déclaration a vu le jour à l'issue de la réunion ministérielle à Marrakech, dans laquelle les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leurs remerciements pour les efforts du Maroc, notamment l'implantation de places dans le port de Dakhla et d'autres initiatives. Alors, que faut-il pour réaliser et financer de telles initiatives afin que les pays enclavés puissent avoir accès à l'Atlantique et stimuler leurs échanges commerciaux? Encore une fois, réfléchissons à ce qu'il faut pour réaliser la croissance économique, comme le renforcement des capacités industrielles et l'utilisation de ressources humaines qui n'étaient pas utilisées auparavant. Supposons que cela ait été fait et qu'il existe des produits qui doivent être commercialisés.
Cela nécessitera des lignes ferroviaires, des routes et la création de points intermédiaires où les produits pourront être chargés dans des conteneurs plus grands qui pourront être expédiés vers les ports de l'océan Atlantique pour être transportés vers le monde entier. Tout cela doit se faire avec la participation et la supervision du Royaume du Maroc et la coopération avec les pays du Sahel. De même, les États-Unis doivent également participer. Ici, nous trouverons un problème, à savoir que de nombreux membres républicains du Congrès veulent aider un pays exposé à des risques comme l'Ukraine. J'espère donc qu'il y aura davantage d'accords entre les deux parties sur l'importance de l'aide étrangère américaine. Nous sommes convaincus que les bénéfices que les États-Unis retirent de cette aide sont énormes. Si l'aide américaine contribue à la construction de routes, de ponts et à l'extension de lignes ferroviaires, cela profitera aux États-Unis non seulement sur le plan économique, mais renforcera également leur position dans le monde, ce qui nécessite de parvenir à un consensus entre les deux parties. Chris, continuons sur la question des infrastructures que vous et Richard avez mentionnées. Le Maroc a appelé le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à fixer une priorité en matière de coordination pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région. Cette priorité consiste à prêter attention aux infrastructures de base et à ce que, lorsque la stabilité sera atteinte, la population locale puisse travailler et contribuer à renforcer ces infrastructures. Alors, comment tout cela peut-il se produire à une époque où les priorités sont centrées sur d'autres sujets que la construction d'infrastructures? Well, I think that goes back to what I think we've been talking about, which is that Morocco has a strategic vision. Je pense que cela rejoint ce dont nous parlions, à savoir que le Maroc a une vision stratégique non seulement pour le Maroc, mais aussi pour la région. Et ce que nous aimerions voir, c'est que les États-Unis adoptent une approche stratégique plus large en adhérant à des projets qui pourraient mettre du temps à porter leurs fruits, comme l'a indiqué Richard, et qui donneront de nombreux résultats positifs à l'avenir. Je crois que l'administration Biden en est consciente et se distingue de l'administration précédente qui a adopté une politique plus isolée dans les affaires internationales par rapport à cette administration qui semble comprendre la nécessité et l'importance des partenariats, même si les résultats n'apparaissent pas immédiatement et que les Américains n'en voient pas les bénéfices à court terme. Mais lorsque les États-Unis réussissent en tant que leader mondial, ils accomplissent des choses qui prennent beaucoup de temps et je pense que cela pourrait être l'un de ces exemples. When the United States has succeeded as a world leader, it's done things that take a long time. And I think this could be one of those examples. Richard, les défis internationaux que vous avez mentionnés consistent à fournir des fonds à l'Ukraine, des fonds également destinés à Israël dans sa guerre contre le Hamas, et aussi à la Palestine pour reconstruire toutes les infrastructures qui ont été détruites. Une infrastructure comme celle-ci est importante pour l'économie mondiale. Alors comment peut-on porter l'attention du monde et des États-Unis sur le fait qu'il est important d'aider les populations d'une région importante? Réfléchissons à l'une des manières par lesquelles les États-Unis pourraient tendre la main au développement des infrastructures au Maroc et dans les pays du Sahel, avant de commencer à émettre un énorme chèque de financement en apportant l'expertise américaine par l'intermédiaire d'experts des grandes universités et entreprises américaines qui ont travaillé à la mise en œuvre de projets géants chez eux et dans le monde qui représentent des ressources illimitées. Lorsqu'il s'agit de mettre en place des infrastructures, il faut une expertise qui a déjà travaillé sur de tels projets. Cette expertise américaine est disponible et les États-Unis sont respectés dans le monde entier. En ce qui concerne le niveau d'expertise américaine dans la mise en œuvre de méga-projets qui peuvent être exportés, ainsi, les États-Unis peuvent fournir cette expertise jusqu'à ce que la Maison-Blanche et le Congrès atteignent le niveau d'engagement à fournir un financement. Et c'est là le rôle important que les États-Unis peuvent faire pour développer ces projets. Richard et Chris, nous discuterons dans un instant de la question du Hamas et d'Israël. Mais avant cela, parlons de l'importance stratégique de l'Afrique
où la rivalité est la plus féroce entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Tout le monde examine son degré d'influence sur le continent. Les marchés les avantagent et les pays africains recherchent à leur manière leur prospérité. Écoutons un reportage d'analyse géopolitique à ce sujet. Sous le titre « Une nouvelle guerre froide en Afrique », le site internet Geopolitical Intelligence Services a publié une analyse d'un rapport dans lequel il abordait la conscience des États-Unis de l'importance stratégique du continent africain et du déclin de l'influence américaine sur ce continent en raison de la polarisation politique et l'incompatibilité des valeurs américaines avec certains systèmes gouvernementaux de ce continent. Le rapport stipule les caractéristiques du déclenchement d'une guerre froide s'accentuent en Afrique après que le continent africain soit devenu une arène stratégique de rivalité entre des partis ayant des intérêts différents et parfois irréconciliables. À une époque où l'importance géopolitique du continent africain augmente avec sa population croissante et sa demande pour ses ressources minérales et ses énergies propres utilisées dans la transition mondiale vers une énergie propre. Le continent apparaît également comme un bloc international prêt à jouer un rôle déterminant dans les organisations multinationales. Le rapport confirme que les pays du continent africain sont prêts à récolter les fruits de la rivalité stratégique sur ce continent. Le rapport alerte également sur le fait que les décideurs politiques américains dans le passé n'ont pas donné la priorité à la stratégie américaine en Afrique et que l'administration du président Biden ne différait pas de ses prédécesseurs à cet égard, à la différence qu'en 2022, cette administration a proposé une stratégie pour l'Afrique subsaharienne dans laquelle elle soulignait l'importance de l'Afrique dans un système mondial dominé par la division. Le rapport cite 3 chiffres importants concernant cette stratégie. Premièrement, la population africaine représentera 15% de la population mondiale d'ici 2050. Deuxièmement, l'Afrique possède 30% des réserves mondiales de minéraux importants. Troisièmement, l'Afrique représente 28% du total des voix aux Nations Unies. Cependant, le rapport indique clairement que le nouvel intérêt stratégique américain pour le continent africain repose également sur la nécessité croissante de faire face à l'expansion de l'influence russe et chinoise sur le continent. Le rapport conclut que les États-Unis d'Amérique ajusteront leurs approches dans le but de faire face à l'importance stratégique croissante de l'Afrique et de faire face également à l'influence russe et chinoise, tout en reconnaissant le fait que les pays africains continueront à traiter avec les États-Unis ainsi qu'avec la Russie et la Chine. Un rapport très intéressant du Geopolitical Intelligence Service. Alors passons maintenant à ce que nous avons évoqué avant ce rapport. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a entamé sa 2e tournée diplomatique au Moyen-Orient dans l'espoir d'apaiser les tensions dans la région et d'empêcher la guerre entre le Hamas et Israël de s'étendre en dehors de cette région, au Liban notamment, ou dans la mer Rouge. Blinken a souligné la nécessité de contenir le conflit, d'assurer la libération des otages, y compris des civils américains, et d'étendre l'aide humanitaire en autorisant chaque jour un plus grand nombre de camions à entrer à Gaza pour fournir de la nourriture, des boissons et des médicaments, et pour réduire le nombre de victimes innocentes dans la bande de Gaza. Anthony Blinken a également souligné la nécessité d'œuvrer à un plan de paix qui garantisse la sécurité d'Israël et soutienne la création d'un État palestinien. Le chef de la diplomatie américaine espère des progrès dans les négociations sur la gouvernance de Gaza si Israël parvient à atteindre l'objectif d'éliminer le Hamas. Alors ma question, Richard, maintenant est la suivante.
Les États-Unis ont demandé davantage d'aide humanitaire à Gaza et une réduction du nombre des victimes, mais ils n'ont pas demandé de trêve ou de cessez-le-feu, ce que la vice-présidente Kamala Harris a abordé. Alors pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas encore appelé à une suspension des combats ou à une trêve? Le Hamas continue de tirer des roquettes depuis Gaza vers Tel Aviv. Et c'est étonnant quand on voit les images des destructions qu'Israël a infligées à la bande de Gaza. Cependant, le Hamas peut encore fabriquer et lancer ses missiles. Et personne ne sait où cela se fait. Rappelons qu'il y a eu un cessez-le-feu, mais le Hamas l'a violé le 6 octobre. Le président Biden a clairement exprimé sa position en affirmant qu'il est sioniste et qu'il éprouve une immense sympathie pour la nécessité d'un État juif en Israël. Je crois que Biden estime que tout cessez-le-feu donnera au Hamas plus de temps pour se réarmer et lancer davantage de roquettes et d'armes que le Hamas a utilisées le 7 octobre. Il semble que le Hamas dispose d'un solide réseau de tunnels souterrains qu'il utilise à de nombreuses fins, y compris la fabrication des armes. Mais les forces israéliennes ne les ont pas atteints. Par conséquent, tout cessez-le-feu, selon Joe Biden, donnera au Hamas plus de temps pour réunir ses forces et commencer à nuire à Israël. Ce qui fait que la population de Gaza, qui n'est pas nécessairement affiliée au Hamas, mais soutient ses combattants, car après les destructions infligées par Israël à Gaza, ils n'auront pas de sentiment positif à l'égard d'Israël. Et je crois que le Hamas cherche en fait à nuire à Israël, comme le dit la charte du Hamas, qui définit son idéologie. Chris Lapetina. Le secrétaire Blinken fait de gros efforts lors de sa tournée diplomatique pour tenter de trouver une solution pour la région. Il faut noter que le secrétaire à la Défense a récemment disparu pendant un certain temps en raison d'une certaine intervention chirurgicale. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ici aux États-Unis sont que Anthony Blinken, lors de cette tournée diplomatique, était sur la corde raide, comme l'a indiqué Richard. Il veut à la fois réduire la violence, réduire également la condamnation internationale contre Israël et autoriser davantage d'aide humanitaire sans que celle-ci profite au Hamas qui pourrait l'utiliser pour lancer des roquettes vers Israël. Blinken peut-il réaliser tout cela en même temps? Je pense que le message du secrétaire d'État semble à première vue être une conversation sur ce qui va suivre et en fait, il souligne que les Palestiniens ont besoin d'un État qu'ils puissent considérer comme le leur et dans lequel ils peuvent jouir de la liberté. Ici, je pense que les États-Unis sont d'accord non seulement avec les pays alliés occidentaux, mais aussi avec les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, comme le Maroc, qui est très préoccupé par la question palestinienne. Il convient de noter que tous les présidents américains n'ont pas convenu que la solution doit être une solution à deux États, que ce soit des présidents démocrates ou républicains, alors qu'il semblait que l'administration précédente était d'accord avec tout ce que voulait Benjamin Netanyahu, ce qui n'incluait pas un État indépendant pour les Palestiniens. En revanche, l'administration actuelle a été ferme sur le fait que cela devrait être l'une des conditions si nous voulons réellement parvenir à la paix. La paix réside dans la coexistence pacifique des deux États côte à côte. That's free, and those people the Palestinians can live in peace as well. And Richard Goodstein, le Hezbollah a intensifié ses attaques contre Israël depuis le sud Liban, et cela malgré la mise en garde des États-Unis contre un risque d'extension de cette guerre. Le Hezbollah donc poursuit ses attaques. Quelles sont dans ce contexte les possibilités d'empêcher l'extension de la guerre dans la région? Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, a le dernier mot sur ce que le Hezbollah peut faire
Et je crois qu'il n'est pas un leader suicidaire. Il est conscient que s'il provoque Israël, et malgré la possession de 150 000 missiles par le Hezbollah, et cela pourrait causer d'énormes dégâts à Israël. Cependant, il sait très bien qu'Israël a les capacités de causer des dommages illimités au Liban, ce qui pourrait à terme aboutir à l'élimination complète de la présence des combattants du Hezbollah à la frontière et également causer d'énormes pertes parmi les civils. Il est ici nécessaire de réduire ces pertes entre Israël et le Hezbollah. Les deux camps se rendent compte que toute réaction de leur côté à la frontière contre l'autre ne serait actuellement pas dans l'intérêt de chacun d'eux. Tout cela se produit à l'approche des élections présidentielles de cette année et nous avons vu comment le président Biden, selon un sondage d'opinion, est en léger déclin. Il ne veut pas que la guerre s'étende, surtout pendant une année électorale. Tout le monde s'intéresse à l'Iran et au soutien au Hezbollah, au Hamas et aux Houthis au Yémen. Alors, si vous étiez l'un des conseillers de Biden, comment le conseilleriez-vous sur les mesures à prendre dans les mois à venir? Si je pouvais, bien sûr. Je pense que la plupart des sondages d'opinion placent Biden et Trump à 1 ou 2% l'un de l'autre. Il y a quelques semaines, un sondage du New York Times donnait à Trump une avance de 4%. Et fin décembre, un autre sondage donnait à Biden une avance de 2%. Par conséquent, je pense qu'il a été exagéré de dire que Trump est supérieur à Biden. Il est également exagéré de dire que Biden a pris position sur la guerre à Gaza sur la base de calculs politiques. Les électeurs de l'important État de Michigan auront un impact important. Mais la question est de savoir s'ils veulent le retour du président qui a donné un chèque en blanc à Netanyahou et lui a permis d'étendre les colonies en Cisjordanie et qui continuera à maintenir l'ambassade américaine à Jérusalem et a voulu imposer la prudence à l'entrée des musulmans et n'a jamais accepté la solution à des deux États. Alors que Biden est d'accord avec la solution à deux États et a clairement exprimé son engagement en faveur de celle-ci, surtout depuis le 7 octobre. Par conséquent, je pense que Biden doit montrer qu'il prend en compte les calculs politiques concernant ses réactions à ce qui se passe entre Israël et Gaza. Merci Richard. Il semble que les temps difficiles attendent la mission du secrétaire Blinken au cours de l'année électorale à venir, même si les sondages d'opinion se concentrent sur Biden et Trump, mais personne ne peut prédire comment se terminera cette compétition. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous serons avec vous chaque semaine dans le cadre de cette émission avec les dernières analyses sur le rôle des États-Unis et du Maroc dans la recherche de solutions aux différentes crises. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci également à nos invités, Jim Jatras, Richard Goodstein, Chris Lapetina, Jian Mansour et à toute l'équipe de préparation de production dirigée par le réalisateur Mohamed Saïd Al-Wafi qui m'a offert cette magnifique djellaba. Je vous dis à très bientôt. Washington on Metiun TV.